Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Pendant l'hiver 1689, on est donc en plein règne de Louis XIV, bien entendu, un sujet revient dans les conversations, dans tous les salons de Versailles, bien sûr, où se fait l'opinion, mais aussi de Paris, où elle se fait de plus en plus. Que pensez-vous d'Esther ? Esther, vous avez vu, avez-vous été convié pour voir Esther ? Est-il vrai que le prince de Condé aurait pleuré en entendant Esther ? Esther, ce nom sur toutes les lèvres, n'est pas une personne, bien entendu, c'est le titre de la nouvelle pièce qu'il faut avoir vue et pour cause. Elle a été écrite par Monsieur Racine lui-même après 11 ans d'abandon de l'art dramatique. Ça fait une sacrée éclipse, 11 années. Et surtout, la pièce a été commandée directement par Madame de Maintenon, qui est l'épouse morganatique du roi, et Madame de Maintenon a commandé cette pièce pour la faire jouer par les jeunes filles nobles et pauvres de l'école qu'elle a récemment créée à Saint-Cyr. Saint-Cyr, c'est aux marches du parc de Versailles. Une personne bien connue figure parmi celles qu'Esther intéresse au plus haut point. Elle va nous servir un peu de reporter dans cette affaire. C'est Madame de Sévigné, bien entendu. De lettre en lettre, pendant ces froides journées hivernales, Madame de Sévigné s'étend sur ce qui est l'événement théâtral et mondain de l'année. Et enfin, le 19 février de cette année 1689, c'est le tour de Madame de Sévigné de se rendre à Saint-Cyr. Elle a tellement entendu parler de la pièce. Alors, imaginez-la entrant dans le brouhaha d'une grande pièce de l'école, joliment disposée en théâtre. Autour d'elle, il y a bien des visages importants qu'elle peut observer de son regard exercé, avide de détails, qu'ensuite elle pourra narrer à sa fille tout au long de lettres qui n'en finissent pas. Il y a là toutes les croix de Saint-Louis et du Saint-Esprit, comme on dit, tous les gens très importants, les grandes dames de la cour, dans leurs robes dignes et élégantes, et puis les grands officiers, et puis le roi lui-même. Le spectacle va pouvoir commencer, prologue édifiant, des musiques de Jean-Baptiste Moreau, des chants mélodieux, une intrigue biblique qui raconte comment Esther, l'épouse du roi Assuérus, a protégé son peuple, le peuple juif, menacé par un ministre odieux. Quant aux vers de Racine, alors, ils sont très ajustés. Racine fait dire par exemple au roi Assuérus. Je vous rappelle qu'on joue, ce sont les demoiselles de Saint-Cyr qui jouent devant Louis XIV et Madame de Maintenon donc. Croyez-moi, chère Esther, ce sceptre, cet empire, et ces profonds respects que la terreur inspire, à leur pompeux éclat mêlent peu de douceur, et fatiguent souvent leurs tristes possesseurs. Je ne trouve qu'en vous je ne sais quelle grâce qui me charme toujours, et jamais ne me lasse. On voit tout à fait à qui tout ça s'adresse, bien entendu. Alors, Madame de Sévigné est là, qui ne manque pas une miette, pas une goutte du spectacle, et voilà ce qu'elle nous dit à l'issue. Elle est tout à fait conquise, pour tout vous dire. Tout y est simple, écrit Madame de Sévigné. Tout y est innocent, tout y est sublime et touchant. Cette fidélité de l'histoire sainte donne du respect. Tous les chants convenables aux paroles qui sont tirés des psaumes ou de la sagesse sont d'une beauté qu'on ne soutient pas sans larmes. La vie de l'épistolière n'est pourtant pas partagée par tous, puisqu'il faut vous dire que derrière tous les compliments qu'on entend qui fusent de partout, et derrière tous les complimenteurs qui s'empressent auprès du roi et de Madame de Maintenon, quelques-uns à la cour sont agacés, même sont choqués. Il faut dire que cette pièce de théâtre a quelque peu dévié de son projet initial. Franck Ferrand sur Radio Classique. Revenons un peu en arrière, si vous voulez bien. Madame de Maintenon a créé Saint-Cyr en 1686. L'idée, c'était de constituer une œuvre de bienfaisance pour les 250 demoiselles pauvres qu'il s'agissait d'accueillir donc à Saint-Cyr. Et l'idée de Madame de Maintenon, c'était surtout de faire ici œuvre d'éducatrice. Sur le sujet, certaines de ces idées sont assez avancées, pour tout vous dire. On avait parlé à propos de Madame de Maintenon de l'éducatrice, de l'institutrice du XVIIe siècle. C'est un petit peu ça. Et notamment en matière de théâtre, elle a des idées qui contreviennent largement aux idées en vigueur au XVIIe siècle. Contrairement à bien des dévots
qui voit dans le théâtre une discipline trouble réservée au demi-monde. Madame de Maintenon et certaines de ses collaboratrices perçoivent le théâtre comme un bon moyen d'exercer la mémoire et d'apprendre à s'exprimer avec aisance. Les élèves s'entraînent d'abord avec des scénettes qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, et puis, tant qu'à faire, eh bien, on va leur donner à répéter du Corneille et du Racine. Ce serait dommage de vivre au grand siècle, d'être au milieu des plus grandes pièces du grand théâtre et de ne pas en profiter. Seulement voilà, Saint-Cyr est tout de même une école tout à fait comme il faut. Et assez vite, Madame de Maintenon se rend compte que les vers enflammés et des pièces profanes donnent un petit peu trop d'idées aux adolescentes, si vous voyez ce que je veux dire. Dès lors, peut-être faudrait-il bannir le théâtre de Saint-Cyr ? Non. Madame de Maintenon a bien l'intention de maintenir le théâtre. Elle a même une brillante idée pour sortir du problème par le haut, si vous me passez l'expression. Une idée que sa position à la cour, cette position extrêmement éminente, n'oubliez pas qu'elle est l'épouse du roi, même si officiellement personne ne le sait, sa position lui permet toutes sortes d'espoirs. Sa nièce, Madame de Caylus, nous raconte. Elle écrivit à Monsieur Racine. Nos petites filles viennent de jouer Andromaque et l'ont si bien joué qu'elles ne la joueront plus, ni aucune de vos pièces. Elle le pria dans cette même lettre de lui faire, dans ses moments de loisir, quelque espèce de poème moral ou historique dont l'amour fut entièrement banni et dans lequel il ne crut pas que sa réputation fût intéressée, puisqu'il demeurerait enseveli dans Saint-Cyr. J'aime bien l'expression. Eh bien, soit. En 1688, Racine, qui, entre parenthèses, est devenu l'historiographe d'un roi très assagi, Racine va reprendre sa plume de dramaturge, et c'est comme ça que vont naître les 3 actes d'Esther, et que va naître également le scandale qui accompagne ces 3 actes. Franck Ferrand sur Radio Classique. Madame de Maintenon entendait que le projet racinien resta enseveli dans Saint-Cyr, vous vous rappelez ? Oui, mais sauf que les choses évoluent, les apprenties comédiennes se rendent parfois chez Madame de Maintenon à Versailles pour des séances de répétition qui passionnent tout le monde, et on est là sous la direction du maître en personne, puisque Racine les fait répéter, vous imaginez, extraordinaire ce qui est arrivé à ces jeunes filles quand même. Et assez vite, eh bien, les logiques de cours vont se mêler au simple projet pédagogique et d'édification chrétienne qu'avait conçu la créatrice de Saint-Cyr. Madame de Lafayette, qui est un petit peu âpre, nous dit « Tout cela composa un petit divertissement fort agréable pour les petites filles, mais comme le prix des choses dépend ordinairement des personnes qui les font ou qui les font faire, la place qu'occupe Madame de Maintenon fit dire à tous les gens qu'elle y mena que jamais il n'y avait rien eu de plus charmant, que la comédie était supérieure à tout ce qui s'était jamais fait en ce genre-là, et que les actrices, même celles qui étaient transformées en acteurs, jetaient de la poudre aux yeux, de la champ-mêlée, de la raisin, de Bron et des Montfleury, c'est-à-dire tous les grands acteurs du temps. Ainsi, on en vient à ces représentations courues que j'ai eu l'occasion de vous raconter au début. Tout le monde se précipite à Saint-Cyr pour voir les demoiselles interpréter la pièce qu'il faut absolument avoir vue et entendue. Et bien sûr, les courtisans, au-delà des leçons pieuses de l'intrigue biblique, sont en quête d'allusions, parce qu'on sait bien que Racine est un courtisan, qu'il est extrêmement habile et qu'il va avoir glissé des petites allusions dans l'œuvre. On se plaît entre autres à remarquer que le méchant de la pièce aurait des points communs avec le ministre Louvois. Louvois connu pour sa dureté et qui, à cette époque, au tournant des années 1690, est en train d'acquérir sur l'ensemble des ministères une importance considérable. Ça n'empêche pas Louvois de venir en personne applaudir la pièce, bien entendu, ne serait-ce que pour faire taire les rumeurs. La réussite du spectacle pousse aussi Madame de Maintenon à enjoindre Racine de se lancer dans l'écriture d'une suite. Vous savez, puisque la première a bien marché, faisons une deuxième, n'est-ce pas ? Le dramaturge va donc se mettre en quête dans les pages de la Bible d'un nouveau sujet qui soit un peu dans la veine d'Esther. Et pourtant, à peu près au même moment, Madame de Maintenon ne peut pas ignorer le vent de désapprobation qui, dans certains cercles, est en train de se lever à propos justement de ces représentations de Saint-Cyr. Elle en a un indice, entre autres, avec l'attitude du curé de Versailles, qui n'est pas vraiment un plaisantin, le père Hébert, alors qu'un certain nombre d'hommes d'église très respectés
invités, je pense à Bossuet ou à Bourdaloue, sont venus voir la pièce et venus faire leur cours, bien entendu, Madame de Maintenon voit qu'Hébert n'a pas souhaité être invité. Ah oui, là c'est un petit peu sévère. L'homme en question, le bon père, est scandalisé par ce qui se passe. Si l'on en croit ses mémoires, il s'en serait d'ailleurs ouvert autour de lui. Croyez-vous qu'il soit fort décent à des personnes de notre caractère d'assister à une tragédie représentée par des jeunes filles fort bien faites et qu'on ne peut pour lors se défendre de regarder pendant des heures entières? N'est-ce pas s'exposer à des tentations? Et le peut-on faire en conscience? Demande le curé. Je vous dirais franchement que quelques courtisans m'ont avoué que la vue de ces jeunes demoiselles faisait de très vives impressions sur leur cœur. Allons donc, ça y est. On n'est pas loin du couvrez ce sein que je ne saurais voir de Tartuffe, vous savez. Alors, sans tomber dans les excès de pudibonderie du père Hébert, Madame de Maintenon est bien consciente que se pose un léger problème. Les représentations où les courtisans se pressent, les compliments des plus grands reçus par toutes ces petites comédiennes, tout ça, nous dit Pierre-Louis Lancel, a provoqué l'irruption brutale des vanités dans la société de cour. Ces vanités de la société de cour dans l'institution pieuse. Certaines élèves se piquent maintenant d'être remarquées. Elles en tirent des réparties arrogantes qui émeuvent une partie de leurs enseignantes. Et oui, ça y est, elles se prennent pour des comédiennes, toutes ces jeunes filles. Elles se prennent bientôt pour ce que nous appellerions des vedettes ou des stars. Aux yeux de Madame de Maintenon, d'autres faits sont sans doute encore plus ennuyeux. Certains courtisans, en effet, peut-être les mêmes qui sont venus confesser au père Hébert les vives impressions que les jolies demoiselles leur avaient inspirées, certains courtisans sont allés au-delà de leurs scrupules. Ils ont franchi la barrière. C'est Jean-Paul Desprats, biographe de Madame de Maintenon, qui nous le raconte, je le cite. « On en apprendra de belles. Mesdemoiselles de Choiseul et d'Haussmann ont eu des galants. Un abbé Vif-Argent a enlevé une pensionnaire, histoire que l'on étouffera tant bien que mal. Une autre affaire touche d'encore plus près la fondatrice, son propre cousin Philippe de Villette, veuf depuis peu et sexagénaire, s'est épris de mademoiselle de Marcilly, qu'il a remarqué dans le cœur des Israélites et qui n'a pas 17 ans. Il l'épousera, à la grande fureur de sa cousine qui donc n'en est pas moins l'épouse du roi. Vous voyez que ça commence à faire un peu désordre tout ça. Ça appelle un tour de vis, si vous voulez. Et pendant ce temps, Racine, lui, est en train de composer son œuvre en 5 actes, œuvre qui s'annonce exceptionnelle. Ce sera l'histoire d'une usurpatrice du pouvoir, une renégate qui ne peut pas échapper au triomphe du bien et qui s'appelle, vous le savez, Athalie. Racine trouve là un souffle qui va lui permettre d'égaler les grandes pièces profanes dont il avait rempli le théâtre quelques décennies plus tôt. Mais que peut devenir cette œuvre, que peut devenir Athalie après les polémiques survenues déjà autour d'Esther? Franck Ferrand sur Radio Classique. Racine tient son sujet, il est très inspiré, il faut voir sa plume courir sur le papier, il apporte un soin patient, méticuleux à cette Athalie qui n'est terminée qu'au cours de l'année 1690, c'est-à-dire environ 2 ans après Esther. Entre-temps, Madame de Maintenon ne s'est pas relancée dans de nouvelles représentations publiques de théâtre, alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire d'Athalie ? Madame de Maintenon, qui n'a pas abandonné l'usage pédagogique du théâtre, semble vouloir s'en tenir à son idée de départ. La pièce doit rester ensevelie dans Saint-Cyr, rappelez-vous. C'est là, dans les salles sombres de l'école, que les vers sublimes de Racine vont donc résonner pendant les répétitions. Jérusalem, objet de ma douleur, quelle main en un jour t'a ravi tous tes charmes qui changera à mes yeux en 2 sources de larmes pour pleurer ton malheur. Mais un homme paraît vouloir faire un petit peu plus pour cette pièce, et l'homme en question, vous avez bien compris que c'est le roi, c'est Louis XIV. Il va trouver un compromis pour ne pas outrer les dévots d'un côté, tout en signifiant la satisfaction qu'il éprouve de la pièce envers Racine et les jeunes comédiennes. Madame de Caylus nous le raconte. Madame de Maintenon fit seulement venir à Versailles 1 fois ou 2 les actrices pour jouer dans sa chambre devant le roi avec leurs habits ordinaires, c'est-à-dire sans costume. Cette pièce est si belle que l'action n'en parut pas refroidie.
C'est vrai que le texte se suffit à lui-même d'une certaine manière, mais quoi qu'en dise Madame de Caylus, Madame de Maintenon et Racine sont assez déçus. La pièce est seulement imprimée, et en plus, elle est imprimée sans que l'écho soit particulièrement positif. De toute façon, la dynamique artistique née de la collaboration entre Racine et Madame de Maintenon est maintenant cassée, vous l'avez compris. L'épouse morganatique du roi, sur ce sujet, ne s'avisera pas de braver l'aile bigote de la cour. Les petites élèves ne joueront plus que pour elles-mêmes. Après les chefs-d'œuvre de Racine, nous dit Jean-Paul Desprats, viendront quelques autres drames tombés dans un juste oubli, un Jonathan de Duché, une Judith de Boyer, un Saül de Longepierre. Sur toutes ces créations, Madame de Maintenon abaisse un implacable éteignoir. Franck Ferrand sur Radio Classique. Quant à Racine, eh bien, il ne se lancera plus dans l'écriture de pièces de théâtre. Certes, on peut se dire que terminer sa carrière par une pièce de l'envergure d'Athalie est un aboutissement artistique pour le moins honorable, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que la réussite publique qu'il aurait méritée lui aura été injustement enlevée par de simples petites intrigues de cour et par les prudences que Madame de Maintenon a cru devoir prendre. Racine, qui meurt en 1699 et qui meurt dans des circonstances un peu délicate, parce que on le disait, à tort du reste, mais on le disait disgracié, Racine ne verra pas l'immense succès d'Athalie, et pourtant il aura lieu, ce succès. Athalie sera donnée d'abord à de rares reprises à la fin du règne de Louis XIV, et puis surtout sous la Régence, à Paris, et ce sera le succès dont l'auteur avait été privé au moment de la toute première création. Madame de Caylus aura beau alors trouver moins de charme à Athalie qu'à la représentation en catimini qu'elle avait pu voir dans la chambre de sa tante, la pièce est néanmoins destinée à tenir sa place dans le répertoire français. Voltaire ira jusqu'à dire qu'Athalie est peut-être le chef-d'œuvre de l'esprit humain, disait-il. Enfin, pendant longtemps, bien après le XVIIIe siècle, on verra des élèves dans les collèges, dans les lycées, exercer leur mémoire et leur éloquence, un peu comme l'avait voulu Madame de Maintenon finalement, en récitant le célèbre songe d'Athalie. Ce sont là des vers qu'on ne peut pas oublier, même longtemps, même très longtemps, après les avoir appris. Un songe, me devrais-je inquiéter d'un songe, entretient dans mon cœur un chagrin qui le ronge. Je l'évite partout, partout il me poursuit. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Ma mère Jézabel devant moi s'est montrée comme au jour de sa mort, pompeusement parée. Ses malheurs n'avaient point abattu sa fierté, même elle avait encore cet éclat emprunté dont elle eut soin de peindre et d'orner son visage pour réparer des ans l'irréparable outrage. Tremble, m'a-t-elle dit, fille digne de moi, le cruel Dieu des Juifs l'emporte aussi sur toi. Je te plains de tomber dans ses mains redoutables, ma fille. En achevant ces mots épouvantables, son ombre vers mon lit apparut se baisser, et moi, je lui tendais les mains pour l'embrasser, mais je n'ai plus trouvé qu'un horrible mélange d'os et de chair meurtris et traînés dans la fange, des lambeaux pleins de sang et des membres affreux que des chiens dévorants se disputaient entre eux.